Un balado de 37e Avenue. Comme devenue la reine de TV5, dans le fond, maintenant, c'est un peu ça. C'est carrément ça, là. Écoute, t'es partout. Ben, écoute, que dire? Je m'auto-proclamerai pas quoi que ce soit. Moi, t'as l'auto-proclamé. C'est toi la reine de TV5. C'est ça. Allô, Steve Proulx au micro du balado Les Écrans, le balado qui s'intéresse aux médias et aux gens des médias surtout. Dans cet épisode, je vous propose une entrevue avec Sophie Fouron. Moi, je pense que c'est la reine de TV5. Elle a 2 émissions en ce moment qui sont en ondes. Tenir Salon, qui en est à sa 3e saison, et une toute nouvelle émission, La vie est un carnaval, qu'elle anime de main de maître. Sophie, je la connais depuis une bonne dizaine d'années. On a travaillé 2 fois ensemble au cours de nos carrières respectives. Pour moi, ça a été un coup de cœur professionnel parce que c'est vraiment une bonne personne. Une personne avec un bon fond, comme disait ma grand-mère. Ça, c'est Sophie Fouron. Les gens qu'elle rencontre, forcément, tombent sous son charme parce qu'il est magnétique, il est contagieux. Et je pense que c'est la raison pour laquelle elle a autant de succès. Elle réussit à gagner la confiance de gens qui ne sont vraiment pas souvent devant une caméra. On a l'impression qu'elle devient amie avec les gens qu'elle interviewe. Je ne suis pas sûr que c'est une impression, je pense que c'est la réalité en fait. J'avais donc envie de retrouver Sophie puis lui parler parce qu'elle surfe en ce moment sur une vraiment belle lancée. Elle fait vraiment de belles émissions et je suis jaloux tout simplement. Donc voilà, c'est dit. J'espère que le coup de cœur que j'ai eu en rencontrant Sophie Fouron la première fois, vous l'aurez grâce à cette entrevue. Mais voilà pour cet épisode autour de Sophie Fouron. Savoir chaque jour, en seulement 3 minutes, ce qui se passe d'important au Québec et dans le monde, ça vous intéresse? Écoutez le balado Actualité Info Bref. Il vous donne chaque matin l'essentiel des nouvelles. Cherchez Actualité Info Bref dans votre appli de balado ou allez à la page audio à infobref.com. Sophie, tu as un bac en sciences politiques, une maîtrise en communication de l'Université de Montréal. Te rappelles-tu de ton mémoire? Oui, c'était sur la promotion dans l'industrie de la musique au Québec. Des agents artistiques dans le domaine musical. T'as regardé ça? Ben oui. Pourquoi ça t'intéressait, ce sujet-là? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est très... maintenant, je pourrais plus faire ça, en fait, parce que l'industrie de la musique a tellement changé que ce serait complètement autre chose, bien que le cadre théorique serait quand même le même sur l'industrialisation de la musique. Ça m'intéressait beaucoup. Comment c'est devenu une business. Ouais. Je voulais continuer mes études après mon bac. Ça me tentait de faire une maîtrise. Les communications m'intéressaient. Je me disais... Je suis pas sûre que ça va m'emmener vers le journalisme, mais je me dis, combiner Sciences Po puis communication, je trouvais que c'était intéressant. Bon. Et c'est ça, la musique m'intéressait aussi à ce moment-là, les mégastars, tout ce qui entourait ça m'intéressait. Puis ça me tentait pas que ce soit trop théorique, alors je voulais rencontrer des gens. Bon. Des agents, des gérants aussi. J'ai rencontré des gérants, toutes sortes de monde. Puis là, j'ai écrit mon mémoire. Puis écoute, j'ai fait ça, j'ai fini à 23 ans. C'est bing, bang, pouf. Après ça, tu commences à travailler dans le monde de la télé, comme plus en production, derrière la caméra. Tu as été recherchiste. C'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs pour la première fois dans notre carrière. Oui. Au Franc-Tireur. Oui. Où tu étais recherchiste émérite. Écoute, tu étais la vedette du bureau. Non. Ouais. Pour moi, il y a 2 recherchistes qui ont été des mentors pour moi. Il y avait toi, puis il y avait Laurent Boursier qui était là aussi. 2 styles complètement différents. Complètement. Je pensais pas que j'étais, pour toi, une mentor, Steve. Moi, ce que j'aimais de toi, c'est ton enthousiasme, ta capacité aussi d'organiser des affaires, des tournages parfois compliqués avec plein de personnes. Puis, t'organisais quelque chose. Oui. Fait que, Laurent, lui, était beaucoup analytique. Dans les détails. Ah, oui, il y mettait des heures. Lui, c'était vraiment un style de recherchiste plus classique.
Écoute, moi, j'ai tellement aimé mes années de recherchiste au Franc-Tireur, notamment. C'était une grande école pour moi. J'aime beaucoup la télé, moi. J'aime beaucoup d'accomplir des choses, d'essayer. Tu sais, on était dans l'irrévérence, puis dans la mauvaise foi. La c'est mauvaise ça, le mot, foi, là, mais aussi l'autre côté de la médaille. J'aimais beaucoup qu'on se creuse les méninges pour qu'on trouve des sujets différents, éclatés, qui faisaient pas nécessairement consensus, même dans l'équipe. Alors, ça m'animait beaucoup. Puis on travaillait avec Jean-Pierre Paiement, qui était un producteur émérite aussi. Quel bon monsieur. Oui, vraiment, il m'a beaucoup appris, puis on est restés amis. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué ma carrière, je pense, professionnelle. Et c'est ça. Pour moi, c'est des belles années, même si le climat était un peu intense, là, tu sais. Ah oui? Au Franc-Tireur? Ben, je sais pas, moi, je suis honnête, là, je sais pas, il était intense. Non, mais c'était beaucoup de garçons avec beaucoup d'ego, là, beaucoup de... Et tout le monde tirait la couverte de son bord. Moi, j'ai travaillé avec tout le monde, là, Richard Martineau, Benoît Dutrisac, Patrick Lagacé, André Saint-Pierre, qui est encore un grand ami. Tu sais, c'est des garçons qui avaient beaucoup de choses à dire et qui, c'est ça, qui étaient brillants tous à leur façon. Mais nous, on arrivait, les recherchistes, puis c'était comme, fallait vraiment faire nos preuves et fallait essayer de tenir le coup dans cette corrida. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Et on vous laisse sur un moment d'anthologie de cette grande série culte, Les Francs-Tireurs. Est-ce que ça a fait de toi de meilleure animatrice, cette expérience-là? Ah, c'est clair, sans l'ombre d'un doute. Moi, je pense que tous les animateurs, toutes les animatrices devraient passer par la recherche. Oui. Tu sais, comme on dit, faudrait que tout le monde travaille dans le service à la clientèle pour comprendre c'est quoi quand tu deviens client toi-même. Bien, c'est pareil. Je trouve que quand tu travailles sur le contenu d'une émission, puis que tu tricotes des émissions comme ça, quand tu es animateur, puis tu passes de l'autre côté de la caméra, bien, tu as tout un bagage et tu travailles mieux avec les gens, je pense. Tu as l'air de maîtriser ton contenu quand tu es devant la caméra. Tu n'as pas l'air de juste lire tes petites questions qu'on t'a écrites. Bien sûr. Tu es investi dans ce contenu-là parce que tu l'as préparé toi-même. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose que tu fais comme animatrice aujourd'hui. Tu dois te mettre le nez quand même un peu dans la recherche. Toujours. Je suis toujours collaboratrice au contenu. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je voudrais pas juste lire des cartons. Je suis... ça va de soi pour moi. C'est une deuxième nature. Je peux animer des trucs, mais c'est très rare que je suis pas impliquée dans les réunions de contenu. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse comme style d'animation. Il faut vraiment que je sois les deux pieds dans le contenu. T'imaginais-tu, quand tu étais au Franc-Tireur, avoir une carrière devant la caméra? Est-ce que c'était dans ton radar, ça? Je pense que, pour être très honnête, Steve, c'était dans mon radar depuis longtemps. OK. Depuis le cégep, peut-être, où je faisais de la radio à CISM, ou à l'université après, là, mais je me souviens qu'au cégep, j'avais fait un petit bout de télé. À l'université, j'avais envoyé, pour la CBC en anglais, j'avais envoyé un petit bout de clip, un démo. Tu sais, mais de toute évidence, j'étais pas prête à ce moment-là. Okay. Où l'industrie n'était pas prête pour moi à ce moment-là. Et c'est un privilège d'avoir un micro, comme tu sais. C'est pour moi, en tout cas, je vois ça vraiment comme faut que tu gagnes ton micro. Bon, moi, je l'ai acheté, là, mais tu parles de ceux qui ont pas fait leur propre studio, là. OK, je comprends. Mais tu sais, maintenant, en même temps, tout le monde, ça s'est démocratisé énormément et tout le monde peut avoir un micro. Aujourd'hui, je te dirais que c'est moins un privilège qu'une responsabilité. T'as raison. Pour moi, ça va de pair, là, Tu peux pas arriver puis dire n'importe quoi, mais il y en a plein qui le font. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est pas comme ça qu'on fait de la radio ou de la télévision. Quand on a une tribune, on a la responsabilité de dire des choses intelligentes et du contenu vérifié. C'est comme la base. Alors, je pense que j'avais besoin d'acquérir de l'expérience. Comme recherchiste, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Les Francs-Tireurs m'ont vraiment appris à mieux travailler aussi, à aller... chercher, questionner. Vraiment, ça a été 5 ans, je dirais de pur bonheur, même si, tu sais, c'était difficile, c'était stressant, mais c'était vraiment formidable. Puis après, j'ai travaillé avec Marie-France Bazot, à la liste. Tu sais, ça a été très, très formateur, mes années de recherchiste. La première fois que tu apparais
professionnellement à la télé, c'est au Lyon. Oui. Je me rappelle pas de ça. Retour. Qu'est-ce que tu faisais là? J'étais productrice au contenu à la liste, justement, avec Marie-France Bazot. Et puis, on m'a appelée pour remplacer, je pense, la chef recherchiste au Lyon. J'ai été comme recherchiste, donc, au Lyon. Et puis, je racontais des histoires, de trucs que j'achetais le midi. Puis, Annick Charlebois, avec qui j'avais travaillé au Franc-Tireur aussi, elle m'a dit, ça te tente-tu de venir raconter tes histoires en ondes? Et là, j'ai fait, voilà ma chance. Et je me préparais tellement pour ces chroniques-là. C'était ridicule. Je passais des journées pour un 5 minutes en ondes. Et puis, j'ai fait mes classes comme ça avec les Suzanne Lévesque. C'était Suzanne Lévesque qui avait Sophie Fauché, Chantal Lamarre et Caroline Proulx. Et pour mettre son grain de sel sur tout ça, celui qui a des lunettes de psychopathe, mais une tête bien faite, notre ami Denis Bernard encore aujourd'hui. Bienvenue au Lyon. J'étais là sur le premier trio. Fallait que mes patins soient aiguisés. On était en direct, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, encore une fois, grand privilège, mais aussi, si je voulais continuer, il fallait pas que je me plante. Donc, je me préparais beaucoup, beaucoup, beaucoup pour mes chroniques au Lyon, qui ne sont pas passées à l'histoire, mais qui, moi, m'ont donné la confiance nécessaire pour que je me dise, OK, c'est cool, j'aime ça, puis je pense que je suis capable. Puis j'avais aussi des tapes dans le dos des filles. Ils ont été super, vraiment. Elles m'ont accueillie, elles m'ont adoptée. Vraiment. Est-ce qu'on peut dire que tu es une late bloomer? Parce que tu n'étais pas, t'es en trentaine, fin trentaine quand ça a commencé? J'ai commencé au Lyon, j'avais 40 ans. 40 ans, puis? Oui. OK. Oui. J'étais pas un spring chicken, comme on dit. Mais c'est étrange parce qu'à une époque, parce qu'on parle beaucoup des femmes à l'écran, oui. les femmes qui viennent. Bon, c'est moins le cas, j'ai l'impression, aujourd'hui, mais tu sais, tu commences, toi, tu as 40 ans, là. Mais pour moi, oui, effectivement, on me voit en ondes pour la première fois en 40 ans, mais pour moi, c'est pas je commence. C'est comme une continuité de ce que je fais depuis toujours. C'est de livrer du contenu et de le transmettre, mais là, je le fais devant un plus grand auditoire et à la caméra. Effectivement, j'ai un parcours un peu atypique et je défie beaucoup de statistiques en ce moment parce que plus je vieillis, plus je travaille, plus on me propose des contrats intéressants. Je veux dire, tant que je vais bien, tant que je suis capable, moi, je ne compte pas trop les années, tu sais. Je sais pas, j'ai peut-être aussi la chance de paraître un peu plus jeune ou, tu sais, je pense pas que je faisais 40 ans, puis bon, puis ce que ça veut dire, ça, je ne sais pas trop, là, mais j'accueille ce qui m'est offert et puis je l'apprécie beaucoup, peu importe l'âge, en fait. La deuxième fois qu'on se croise, c'est à l'émission La Vie en vert à Télé-Québec. Je veux qu'on nous écoute, nous, jeunes et fous. Mais si vous voulez l'utiliser dans votre entrée de maison, ce produit-là, il est disponible. Il y a une version consommateur qui existe, Organic Melt. Alors, c'est du sel enrichi de jus de betterave. C'est un peu plus cher que le sel pur, mais on nous dit qu'il est plus efficace, donc on en utilise moins. Et meilleur pour l'environnement, bien sûr. Vive la betterave. Vive la betterave, hein? Vive la betterave. J'ai réalisé que c'était le sel que j'utilisais aujourd'hui, bon, ce sel de betterave. C'est vrai qu'on faisait ça, des espèces de fausses conversations, toutes scriptées, où est-ce qu'on a l'air de s'amuser ensemble autour d'une table, en plein milieu des fermes loufa. Les serres, Les serres loufa sur un toit, oui. Pas loin du marché central. Il y avait des plants de tomates autour de nous. Ça sentait bon, par exemple. J'ai adoré ça, faire ça. Tu vois, moi, là, je suis vraiment une enthousiaste. Je me rends compte de ça. Il y a quelque chose... Je veux dire, je me souviens, on faisait ça les fins de semaine. Oui. Il y avait Paul Journet, toi, Karine Lanois et moi. On était les 4 nouveaux. Il n'y avait pas d'animateur. Non, c'est ça. On était comme les 4 co-animateurs de La Vie en vert. On succédait à plusieurs années de Pascal Tremblay. Moi, j'étais le old-timer de cette équipe-là parce que j'avais fait partie de la mouture précédente de cette émission-là avec Pascal Tremblay qui animait. Oui. Puis la dernière saison, on a fait la dernière saison. On a tué La Vie en vert. On a tué La Vie en vert. Après ça, l'environnement, c'est terminé. On a fait le tour. On n'en parle plus. Mais donc, deuxième fois qu'on se rencontre professionnellement. Oui. Tu sais que les 2 fois qu'on s'est rencontrés, on a eu des nominations aux Gémeaux. C'est vrai? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est soit on est bon, soit tout le monde a des nominations aux Gémeaux. Non, non, c'est absolument pas obligé. Je pense que on était bons. Ouais. Toute l'équipe était bonne. Je pense que ça se passait bien.
C'est pas évident de parler d'environnement hein, à la télévision. On était, je veux dire, on n'était pas précurseurs, mais c'était à une époque où l'environnement était un sujet. Alors qu'aujourd'hui, c'est inclus dans l'actualité en général. C'est incontournable. Un peu comme les technologies. Je me rappelle, Ouais. toi aussi, tu as participé à une émission de technologie Cliquer, cliquer. oui. Puis, moi aussi, avant ça, j'avais fait ça. Mais tu sais, aujourd'hui, les nouvelles technologies sont dans l'air du temps, sont dans les actualités ça. normales. Là. C'est drôle d'avoir fait des émissions là-dessus, genre qu'est-ce qui se passe sur le web. Ouais. Et ouais, savez-vous ce que c'est? Une application. J'ai déjà participé, moi, à un magazine imprimé qui nous disait des critiques de sites web. Donc, t'achetais un magazine imprimé qui t'envoyait sur le web. Ça, c'était avant Google. je Imagine. pense. Ça nous rajeunit pas. Ça nous hein? rajeunit pas. C'est aussi en 2011 que tu amorces ta longue collaboration avec TV5, avec l'émission Cliquer. On en a parlé un peu tantôt, c'est ce qui n'a pas retenu tellement l'attention. Mm-hmm. Mais surtout cette émission qui commence à te faire naître à la télé. Port d'attache. J'adore la musique. C'était en 2013. Tu gardes un bon souvenir de cette série-là? Absolument. Imagine. Ben, c'est Heidi Hollinger qui a C'est elle qui avait commencé. Oui. Elle a fait les 3 premières saisons. J'ai fait les 2 dernières. On me propose de faire le tour du monde dans des villes portuaires. Pourquoi pas? Écoute, j'y croyais pas. Au début, j'étais comme, ben, voyons vraiment. Tu sais, la question. C'est eux qui t'ont approché. Oui, c'est Pierre Gang de TV5 qui m'a dit, est-ce que tu peux partir, toi? Puis j'étais là, mes filles avaient 9 et 13 ans à l'époque. Puis on parle de partir combien de temps? Là? Ben, c'était 13 épisodes par année, une semaine par ville. On combinait souvent 2 villes, donc je partais 2 semaines. La première fois, c'était à Chicago, je me souviens. La deuxième fois en Europe, c'était Amsterdam-Oslo. Je me souviens quand ma famille est venue m'emmener à l'aéroport pour ce premier 2 semaines-là. Quelle erreur, d'ailleurs. Tu sais, comme toute la gang, on s'en va emmener on va dire au revoir à maman à l'aéroport. Je veux dire, j'ai pleuré Ça pendant... n'a pas été émotif du Ben tout. non. Puis, en se rendant, il n'y avait pas un mot dans l'auto. Tout le monde était comme on s'en va. Mais là, tes filles sont quand même assez jeunes, puis tu pars 13 semaines dans l'année. Là. Oui. Wow. Donc, il fallait un conjoint très présent, Ouais. très compréhensif. Mais tu sais, on m'offre ça. C'est très, très difficile de dire non. C'est un cadeau exceptionnel. Ma mère, puis à chaque fois, je dis ça, ma mère, qui est une femme extraordinaire et que je salue, je vais lui dire de l'écouter, ton balado, elle a dit, ben si tu le fais pas, moi, je le fais. Ah oui? C'est évidemment une boutade, sauf que c'est dire à quel point c'était quelque chose pour elle qui semblait impossible, inatteignable, et qu'on me le propose, ben pour elle, c'était impossible que je dise non. Alors, mon chum, mes sœurs, ma mère, mes parents ont tous dit, on est là de toute façon. Alors, toi, tu fais ton travail, puis les filles, ça va bien aller. Finalement, ça a bien été. Okay. Je l'ai fait pendant 6 ans, hein? 2 ans de port d'attache, ensuite 4 ans de chacun son île. Tu y arrives certainement. C'est sûr. Tu as bien compris qu'on Oui. était dans l'ordre chronologique. Ça a été un peu ton tremplin pour ce qui est, moi je trouve, ton big break, Oui. qui est chacun son île. Écoutons un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas l'émission. On entend la sirène du phare qui avertit qu'il y a du brouillard. Ça, c'est à Il y a Terre-Neuve. 1 minute, C'est bon. tout était bleu. On est à Terre-Neuve. Voilà. Essayer de faire le tour de l'île en quelques jours, c'est presque impossible. Les distances sont énormes. C'est un peu le bout du monde, mais c'est un bout du monde où on veut aller. Port d'attache s'accrochait au port, donc aux villes portuaires. Dans chacun son île, là, tu vas visiter des insulaires, donc des Oui. gens qui ont leur petit microcosme sur leur île. Oui. Tu en as fait 4 saisons, ça a commencé en 2016. 45 îles que tu as visitées. Tu fais chier, vraiment. Là. Je dois pas être la première personne à te dire ça. Là. C'est drôle. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Ça, ben oui, ça suscite beaucoup d'envie et de jalousie, ce genre de travail. Mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est extrêmement exigeant. Bon, c'était justement ma question Oui. pour essayer de nous réconcilier Oui. un petit peu avec nos vies un peu banales. Qu'est-ce qui était chiant à faire dans cette émission-là, chacun son île? Les déplacements. Ah oui.
les déplacements, parce que quand tu vas à Terre-Neuve, va toujours. Là, tu vois, on a entendu un extrait. Ça me rend presque émotive d'entendre ça. C'est des souvenirs exceptionnels. Puis ce que je retiens de ces 6 ans-là, c'est du bonheur, des découvertes, des rencontres absolument hallucinantes de gens fabuleux. Et j'ai l'impression que c'est aussi dans cette émission-là que tu es vraiment sur ton X. Parce que, tu sais, Port d'attache, c'était le projet d'Heidi Hillinger. Oui. On parlait d'architecture, d'urbanisme. C'était très Heidi Hillinger. Mais là, on est avec les gens, on entre dans leur quotidien, tu rentres chez l'habitant, puis on est dans l'aventure humaine. Oui, on est dans ce fifouron, Oui. j'ai l'impression, non? Oui, complètement. Tu as tout compris. Bon, j'aime beaucoup parler et découvrir l'architecture et parler d'urbanisme à échelle humaine, sauf que quand tu vas sur des îles puis que tu privilégies vraiment la rencontre avec les insulaires puis que tu essaies de comprendre comment le fait que tu habites sur une île sculpte ta vie, ton quotidien. Puis tu essaies de vivre cette vie-là avec ces gens-là pendant une semaine. C'est vraiment, je vis ta vie, là, tu sais, peu importe où, à travers le monde, sur tous les continents. On a commencé en parlant de ce qui a été difficile. Ouais. Je referais pas ça aujourd'hui. Ah non? Non, puis ça me tente pas tant de voyager non plus. OK. Imagine les heures que j'ai passées dans des aéroports. Je l'imagine, et dans des avions. En peu de temps, tu vas en Nouvelle-Zélande pour une semaine. Oui. Tu vas en Corée. C'est loin, la Nouvelle-Zélande. C'est quoi? C'est loin. 24 heures Oui. d'avion. Là, oui, mais puis c'est des escales aussi. Oui, en plus. T'attends, tu dors dans les aéroports. Tu sais, c'est pas tant showbiz champagne, là. Il faut que tu acceptes ces conditions-là. Il faut que tu sois confortable avec l'inconfort. Quand tu animes ce genre de show, il faut absolument que tu acceptes que tu ne seras pas toujours au sommet de ta forme non plus. Moi, je le faisais en 2 langues. Quand j'étais en Amérique du Sud, à Chiloé, entre autres, ben je faisais des entrevues en espagnol aussi parce que je l'ai appris à l'école. Okay. Donc, à un moment donné, à la fin, là, je savais plus mon nom. C'était tellement, là, j'étais comme, OK, là. Il y a un épisode de la saison 3 qui est particulièrement important pour toi, je pense, celui d'Haïti. Oui. C'est pas l'idée qu'on se fait d'Haïti, je trouve, quand on arrive ici. Je dois avouer que j'avais des appréhensions. Est-ce que ça va être sécuritaire? Est-ce qu'on va réussir à parler d'autre chose que des problèmes? Et après quelques jours passés ici, le charme haïtien a opéré. J'ai l'impression que dans cette intro-là, il y a comme la mission que tu t'es donnée. Est-ce qu'on peut réussir à parler de diversité ou d'autres pays sans toujours parler des problèmes? Parce que c'est ça qui arrive dans Tenir Salon, parce qu'on va en parler un petit peu, puis de ta nouvelle émission « La vie est un carnaval ». Mais c'est vrai que c'est ce que tu fais. Puis je pense que moi, c'est ce que je trouve charmant dans ce que tu fais, c'est qu'on parle avec plein de cultures, mais on n'est pas toujours en train de parler de Black Lives Matter, puis des affaires de militants, puis de tout ça. Est-ce que c'est une mission que tu t'es donnée, ça, ou c'est conscient ou pas du tout? J'aime ça que tu dises ça. Je pense qu'avec les années, c'est devenu une mission. C'est surtout d'aller à la rencontre des gens qui n'ont pas beaucoup de micros, qui n'ont pas la parole. Ouais. Ça, c'est certainement une mission que je me donne. Okay. De donner la parole à ceux qui l'ont pas ou qui l'ont moins. De parler à toutes sortes de monde. En fait, tout ça, ça se rejoint, là, mais de parler aux gens qui sont issus de minorités et qui souvent sont mal cités ou mal compris, puis de juste parler de réalité, de leur réalité. Moi, je trouve ça important. Je trouve ça important qu'on se connaisse. Mm-hmm. Tu sais, même si on se ressemble pas, mettons physiquement, je trouve ça important qu'on s'écoute puis qu'on apprenne à se connaître. C'est peut-être naïf, c'est peut-être jovialiste, mais je trouve que c'est un minimum comme citoyen, comme voisin, qu'on s'intéresse un peu aux autres. L'épisode d'Haïti de Chacun son île, c'est un peu un retour à tes racines, parce que, bon, ton père vient de là. Tu as fait des rencontres assez intéressantes. Je veux qu'on écoute l'extrait, parce que tu as même rencontré un cousin. Là où habitaient les évêques d'Écaille. Oui. Quel hasard que tu viennes d'Écaille, la ville de mon papa. Oui. Et que vous étiez voisins. Voisins. Mais vous étiez tout petit. Oui, tout petit. Tout petit, parce qu'il est un peu plus vieux que vous, quand même. Oui. Je me rappelle le docteur Fouron, parce qu'il s'occupait des enfants dans un endroit qui s'appelle La Savane. Il y avait un dispensaire. Oui, il y avait un dispensaire.
Bon, ben, on est cousins. Je suis venue il y a très, très longtemps, quand j'étais toute petite, vers 7-8 ans. Et bien honnêtement, j'avais des appréhensions avant de venir. J'étais pas sûre de me sentir bien. Et écoute, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire qui est arrivé. Et c'est en rencontrant des gens comme toi et comme tous les autres, j'ai fait la paix et retombé en amour avec cette île. Oui, ce pays, Haïti chérie. T'étais très touché quand t'as fait J'ai tellement pleuré. Je me rappelle, j'avais des frissons quand je t'ai vu. On voyait que c'était vrai, là. En plus de rencontrer quelqu'un que tu connais pas, qui connaît ton père, qui est, bon, on peut le dire, il est décédé il n'y a pas très longtemps. C'était quoi, ça, revoir Haïti pour toi? C'était... Voir, parce que tu ne l'avais jamais vraiment... Non, effectivement. J'étais petite, puis c'était avec mes parents, mes sœurs, chez ma grand-mère. Je m'en souviens quand même. Ouais. Mais ce retour, c'était vraiment... ça a changé ma vie, vraiment. Ça a changé ma vie. Ça a changé la perception que j'avais de mon héritage haïtien. Ça a changé mon rapport à ce pays-là. Je me suis comme rappelé que j'avais une moitié haïtienne, tu sais. T'avais oublié? Ouais. OK. J'avais pas oublié, bien sûr, puis je l'ai jamais nié. J'ai toujours dit... Moi, j'ai un père haïtien, une mère québécoise. C'est ça, là. Mais ça faisait peut-être pas partie de ton identité au quotidien. Non. Okay. Puis on n'a pas été élevé en parlant créole. Mon père, très présent, là. C'est pas comme si il est parti quand on avait 2 ans, là. Non, il était très présent. C'était un père formidable, hyper aimant. Mais c'est juste qu'on était complètement québécoise. On est nés ici, puis c'était comme ça. Puis voilà. Donc... En retournant comme sur le tard en Haïti, ben, ça m'a réconciliée avec tout ça. Et ma sœur aînée, à ce moment-là, on était en fin janvier, il y a 5 ans, puis ma sœur venait d'adopter une petite fille d'Haïti aussi. Oui. Alors, la famille s'agrandissait avec la petite Vanessa qui venait directement d'un orphelinat en Haïti. Alors, tout ça, c'est comme une conjoncture de retour aux sources de façon assez brutale, mais positivement brutale, si ça se peut. Et ça a été, là, une grande vague d'amour que j'ai ressentie pour Haïti, pour ma moitié haïtienne aussi, que j'essaie de célébrer davantage comme je peux. Et j'ai pleuré beaucoup, beaucoup pendant toute cette semaine-là. Les gars qui étaient là, ils ont été super. L'édito que je fais au début, là, on a entendu un extrait, je l'ai fait d'un trait. C'était, puis je le faisais, c'était pas au courant, là. Non, c'était pas la norme. Je fais comme, OK, je vais la reprendre, Bon. Mais là, c'est comme si je l'avais tellement réfléchi, puis je le sentais tellement, puis c'était tellement dans mes tripes que là, on était allé la vache, justement, puis je suis montée en haut de cette petite butte, puis là, je suis partie, puis c'était comme une renaissance. Hey, capoté, là. En plus, dans cet épisode, t'as assisté à une cérémonie vaudou, ce qui est quand même assez rare, là, de voir ça à la télé. Complètement. C'est quelque chose. C'était la vraie chose. La vraie chose, là. C'est assez... C'est vraiment un épisode... Moi, j'ai trouvé ça... Comme je te dis, j'ai pas vu toute la série, mais celui-là, pour moi, se démarquait. Je ne sais pas si c'est le cas. Oui, là. Tout à fait. Moi, je suis assez d'accord avec toi parce qu'il était tellement personnel. Donc, c'était émouvant, mais pour moi, c'est sûr qu'il y a l'épisode d'Haïti puis il y a les autres. Ouais. Parce que ça m'a chamboulé complètement. Puis j'ai tellement aimé ça. C'était trop court, mais en même temps, j'ai tripé. On était avec Étienne Côté-Paluc qui nous a servi de guide. Ah oui, c'est lui qui était là. Qui a été là c'est un amour qui est plus haïtien que tous les Haïtiens que je connais. Étienne, qui est un journaliste qui s'est installé en Haïti depuis 2010, depuis le tremblement de terre. Exactement. Et il nous a servi de guide et de fixeur. De fixeur. Puis il aime tellement Haïti. C'est tellement beau à voir. Bref, ça a été vraiment, vraiment formidable de faire ça. Puis je me suis dit, c'était la 3e saison, hein? Oui. On en avait fait beaucoup déjà, à l'autre bout du monde. Puis on n'avait pas fait Haïti. Puis moi, j'étais comme, non. C'est moi un peu là, qui résistais. Puis Mathieu Vachon, qui a réalisé, a vraiment compris aussi à quel point j'étais touchée par
par ce voyage, puis comment ça me remuait, mais que j'en avais besoin, bizarrement, tu sais, dans mon parcours de vie, puis c'est ça. Tenir salon 2020. Donc ça, c'est le prochain projet qui compte. On continue toujours dans cette idée de parler d'autres cultures de façon complètement différente, positive. Une docu-série socio-capillaire. Ça, je sais pas, c'est Hugo, j'ai lu ça. Je sais pas si c'est Hugo Dumas qui a inventé. Non, c'est moi qui ouais. C'est toi, ça? C'est très bon. Ouais. Bon, une docu-série socio-capillaire, tu t'invites chez des barbiers ou des salons de coiffure ethniques de Montréal. Puis c'est un sorte de prétexte pour nous ouvrir les yeux sur leur réalité. Là, tu es rendu il y a 2 saisons. Troisième maintenant. Troisième. En ondes, ouais. La troisième est en ondes. Donc là, tu as 2 séries à TV5. Le même soir. Tu es vraiment la reine de TV5. Ben, là. non. C'est la Julie Snyder de TV5. Là. Ben là, on m'a dit que j'étais la Véro de TV5. Écoute, tu choisis. Ben, il y a Véro à Radio-Canada, il y a Simon Bulris à Télé-Québec, il y a toi à TV5. Ah, je sais Ça prend pas. toujours souverain quelque part. Mais cette série-là, il y a Guy Fournier cette semaine qui était dithyrambique. Ce que disait Guy Fournier, c'est que, cette espèce de trait d'union que tu es capable de faire avec toutes les cultures, ça vient peut-être de ta famille aussi, de toi qui est baigné dans 2 cultures. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que tu es d'accord avec lui? Je suis assez d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord. C'était quelque chose de si naturel chez nous d'avoir des gens d'Haïti et de Rougemont. Tu sais, c'était pas du tout bizarre, étranger. Moi, j'ai toujours aimé le monde aussi. Okay. Je pense qu'il y a une base de... je suis métisse, puis je proviens de ces 2 cultures-là, mais ma mère m'a dit cette semaine, « Ouais, mais tes sœurs sont pas comme ça. » C'est vrai, dans le fond, on met souvent beaucoup de choses sur le dos du métissage, mais... C'est ça, mais bon, mes sœurs sont vraiment le fun aussi, là. Je veux absolument rien... On les salue. Tout à fait. Je leur enlève absolument rien. Je pense qu'il y en a qui ont des passions pour le vin, les autos ou, je sais pas, moi, les cartes à jouer. Moi, j'aime le monde. C'est aussi niaiseux que ça m'intéresse. Tu collectionnes les rencontres significatives. J'aime ça savoir ce qui se passe dans leur vie, dans leur tête, pour vrai. Alors, tenir salon, je trouve que, c'est ton idée, ça? C'est mon idée, okay. Oui. Donc, tu as proposé ce projet-là à TV5. Oui. Puis je l'ai proposé parce que je me faisais coiffer partout dans le monde, pendant chacun son île. Et pas d'attache. À chaque fois que je commençais dans un endroit, j'allais me faire coiffer. Puis là, il se passait des choses, des conversations de fun. Je me souviens, à Dublin, il y avait comme vraiment... Tu sais, je jasais avec le monde, parce que c'est ça que je fais aussi. Là, comme j'ai fait je sais pas si tu avais vu... rencontre en altitude que j'avais fait pour la presse, je parlais avec mes voisins dans l'avion, puis j'en faisais des portraits pour la presse. Okay. C'était des rencontres fortuites, vraiment, selon nos numéros de siège. Puis j'en ai fait une 15aine, puis en fait, tout le monde a une histoire. Attends, tu parlais à la personne à côté de toi dans l'avion. C'était texte, ça? C'était des articles? Oui, c'était une série qui s'appelait Rencontre en altitude. Puis c'est exactement la même idée. C'est que je m'assois, puis là, j'en faisais tellement là, de vols d'avion. J'en faisais tellement que, à un moment donné, je me disais, lui, peut-être. Elle, ouais. Tu sais, puis même quand je me disais, là, lui, c'est sûr qu'il n'y a rien à raconter. Là, je commençais à jaser, puis là, je disais, OK, j'écris pour la presse, je fais des portraits de mes voisins dans l'avion. Puis là, ils sont comme, oui. Puis ils me donnaient toutes leurs infos, je prenais des photos. Ben oui, tu regarderas ça, tu vas voir. Il faut que je regarde. Oui, c'était vraiment le fun à faire, en fait. Okay. Parce qu'à chaque fois, je m'étonnais moi-même de la richesse de la conversation. Bref, tout ça pour dire que d'aller à la rencontre des gens dans un salon de coiffure, endroit propice aux confidences s'il en est un, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, après tous ces voyages, je me disais, on va le faire ici, à Montréal, puis je vais pouvoir continuer à voyager et à rencontrer des gens qui viennent de partout, qui ont des parcours migratoires tellement fascinants. Puis Dieu sait que on a été, je veux dire, complètement soufflés par les histoires qu'on a entendues. C'est ça, je trouvais que c'était comme un filon pas pire, très, très simple. Puis très simple. Très simple, mais là, finalement... mais il va y avoir une fin, là, un moment donné. Là. Oui, on a fini de tourner. Il n'y aura plus de salon de coiffure. Tu sais quoi? Il y en a beaucoup de salons. Ah oui? Il y en a à chaque 2 coins de rue. Puis, on ne se contente pas de Montréal. On va peut-être sortir ailleurs. On a été, les couronnes nord et sud, mais
En même temps, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ne se répète pas. On en a fait 39, on a 3 séries de tournée. Là, la 3e est en ondes en ce moment. Et pour le moment, on a fait le tour, je pense, de tenir salon. Puis on verra. Peut-être éventuellement, on fera des spéciales, mais c'est vraiment une série qui m'a beaucoup, beaucoup plu et marqué. C'est comme ça a été tellement le fun à tourner. Depuis le début de l'année, tu es à la barre du magazine La vie est un carnaval sur TV5. Là, c'est la première fois que tu as un plateau là, à gérer. Parce que vous êtes quoi? 5-6 chroniqueurs, collaborateurs qui en rotation, c'est pas toujours les mêmes personnes, avec un invité, différents reportages. Aimes-tu ça faire ça? Parce que là, on est dans une vraie émission. Ben, là, on fait de la vraie télé. non, mais tu sais, je veux dire, on a un plateau, il y a quelque chose. Là, Sais-tu quoi? Quand, là, tu tournes sur un bateau avec beaucoup, beaucoup de vent et de houle en Sardaigne, puis tu pêches un thon, puis là, tu penses que tu n'arriveras pas à finir ta phrase tellement tu as le mal de cœur. Puis le gars, il te parle en italien, puis tu comprends pas trop, mais tu te saisis un peu. Ouais. Le reste, là... C'est de la petite bière. Ouais. OK. Mais je veux pas sonner comme si c'était facile animer une émission ou un grand plateau comparativement à faire des voyages. Ça a l'air facile quand on te regarde, en tout cas. Ah ben merci. C'est quand même beaucoup, beaucoup de travail parce qu'on se prépare. Puis, tu sais, il y a beaucoup de contenu quand même dans La vie est un carnaval. Sauf que, pour moi, c'est un vrai plaisir. Ouais. C'est contrôler un plateau. T'as pas les cheveux dans le vent. Tu sais, comme tout le monde est là, ça assure que t'as l'air pas trop pire. Les chroniqueurs sont préparés. On leur a fait une grosse recherche. L'invité qui est là embarque. C'est festif, mais en même temps, c'est nutritif. Vous avez plein de sujets. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. C'est toujours surprenant, là. C'est quoi, la semaine dernière, il y avait Corneille qui nous parlait des piments, la culture du piment, du piment fort à travers le monde. On a parlé il y a Tatiana Polvoy qui, elle, est allée dans une souka. Oui. Les petites cabanes, les fameuses petites cabanes des Juifs là, qui construisent là, puis certaines périodes de l'année. On n'a aucune idée qu'est-ce que c'est exact. Donc, est-ce que c'est un entrepôt? Est-ce que c'est un abri? Non, c'est ça, ils vont fêter la soucotte. On est vraiment dans des espèces de petites histoires d'à travers le monde où des jeunes vont jouer aux cartes de la Scopa dans un petit café italien, tu sais. On se doute pas que ces gens-là ont une culture. Ont des vies. Ils ont une vie, mais tu sais, ils ont une culture, des habitudes qu'on ne soupçonne pas du tout. On les connaît pas du tout. Ça, moi, je trouve ça intéressant. C'est très surprenant, cette émission-là. J'aime beaucoup ça. Ah, t'es gentil, mais moi aussi, j'aime beaucoup ça, faire ça, parce que on pense qu'on sait. Moi, je veux dire... Puis je veux pas être tannante en disant oui, j'ai été à Mumbai, puis j'ai été... ça doit être gossant. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux? À Séoul, j'ai été pendant les examens. On le sait. Sauf que je continue à être tellement éberluée devant tout ce que je sais pas encore. Ouais. Puis c'est ça qui est le fun. Je me dis, il y a tellement de choses à découvrir sur les autres et c'est vraiment un terrain vierge dans la télé québécoise. Absolument. C'est ça que je trouve aussi. C'est que moi, ça se fait qu'on n'en a pas parlé avant. Ça n'a pas de sens. Exactement. Il y a comme tellement de sujets qui n'ont pas été abordés, de grosses communautés à Montréal qui vivent plein d'affaires. On n'a aucune idée, ce n'est jamais médiatisé. Moi, je pense qu'il y a de la place pour ça et il y a de l'intérêt pour ça. Je pense qu'on est de plus en plus curieux, de plus en plus au courant aussi. Le monde est à notre portée parce qu'on a nos téléphones puis Internet. Mais tu sais, quand ça se passe à côté de chez nous, mais on ne sait pas trop. Tu sais, les soukas, justement, là, les cabanes juives, on ne sait pas du tout c'est quoi. On passe à côté à tous les jours. Moi, ça m'intéresse de savoir si on peut y aller. C'est quoi? Regardez ça, je trouve que ça donne le goût de s'intéresser aux autres cultures. Parce que, tu sais, souvent, on va parler dans les médias de nouvelles cultures. En ce moment, on parle rien que du crise de chemin Roxane. Exact. C'est juste de ça qu'on parle. Ouais. Mais ça nous donne pas le goût de nous rapprocher de ces gens-là qui viennent ici, qui s'intègrent à notre société. Je trouve que tu réussis là où, comme tu l'as dit, c'est un terrain vierge en ce moment. Je comprends pas comment ça se fait qu'on ne l'a pas investi plus que ça. Je pense qu'au Québec, on a nos crispations identitaires qui je veux dire, puis que je comprends très bien, là. On avait besoin de survivre culturellement. On a encore besoin de survivre culturellement, mais on a besoin des immigrants qui le font avec nous.
sais, je pense qu'on a tous besoin de se tenir en français, absolument, pour développer notre identité, notre culture. Mais il faut intégrer tous ces gens-là dont les parents sont venus d'ailleurs il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. Je veux dire, même ceux qui sont arrivés l'année passée, leurs enfants, ils parlent français maintenant. Il faut arrêter de taper sur les doigts de leurs parents qui apprendront peut-être pas. Mais notre vision est très courte aussi par rapport à ça. L'apprentissage du français, c'est un autre dossier, mais les enfants vont apprendre. Inquiétez-vous pas. Quels sont les échos de La vie est un carnaval? C'est tout nouveau, là. Il y a quelques épisodes, 6 épisodes, je pense. Jusqu'à date, les gens aiment ça. Quels échos reçois-tu? Je pense que le côté on s'amuse tout en apprenant, ça a l'air d'un cours de maternelle, là, mais les gens aiment beaucoup, beaucoup ça. Ils sont très étonnés. Tu sais, d'avoir Rebecca McConnell qui nous raconte son rapport, je ne sais pas si tu as vu l'émission avec Rebecca, mais son père est décédé, elle avait 2 ans, elle était toute petite. Son père éthiopien, est né en Éthiopie. On connaît rien. Je savais pas du tout. Non, oui, c'est ça. Tu l'écouteras, c'est un bon épisode. Oui. Et on apprend à la connaître à travers cette identité-là éthiopienne. Je trouve que ça donne un éclairage fascinant sur Rebecca, entre autres. Gildor qui nous parle de son couple avec sa dominicaine, dont j'oublie le prénom. Mais bon, ça, je trouve ça intéressant aussi, qui parle de son couple mixte. Fabien Cloutier, Boucard Diouf, il m'a complètement jeté par terre. Oui, ça, c'était la première émission. C'était la première émission, puis mon père, pour la petite histoire, était décédé 5 jours plus tôt. Ah oui, t'es sérieux? Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait me faire mettre un baume sur cette peine, ben c'est Boucard, puis il l'a pas su. Là. En fait, j'ai écrit plus tard pour le remercier, mais c'était pour moi tellement un cadeau de la vie que Boucard accepte de faire notre première émission. Bref, c'est ça. Je trouve que les gens vont découvrir des gens qu'ils connaissent, mais autrement, parce qu'il y a quelque chose de... On se comprend, même si des fois c'est des Québécois de souche, là, mais il y a quelque chose comme un terrain de jeu vraiment le fun sur La vie est un carnaval. Il y en a qui disent qu'on parle un peu tous en même temps, mais... Oui, c'est sûr que des fois, ça peut ressembler à Téléservice dans ces années-là. Dans leurs bonnes années. Dans leurs bonnes années. Mais oui, ben bon, ça c'est parce que ça fait partie du plaisir. Je préfère ça ouais. que des conversations inventées comme on faisait à La vie en verre autrefois. Là. Ouais. Tu sais, des espèces chacun de son script. Ouais. Chacun son script. Là. Je préfère qu'on se coupe parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie aussi. Moi, je le vois comme un samedi soir chez nous. C'est ça. La vie est un carnaval, c'est ça. C'est ça. Mes filles sont là, elles invitent leurs amis qui ont des parents qui viennent d'ailleurs. Eux, ils invitent leurs amis. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Où est-ce qu'ils ont été? On se partage des adresses, des expériences de vie. C'est ça, c'est l'auberge espagnole. Puis, je sais pas si tu as déjà été dans des parties haïtiens ou autres, le Colombien. On m'a jamais invité, mais j'irais. Ben... Ça serait sur ta bucket list. Mais tu sais, il se passe des affaires le fun. Puis Gildor, il parlait de ça. Je veux dire... Ça parle 3 langues autour de la table. Puis c'est ça qu'on veut aussi faire découvrir. Puis tout ça, tout ce beau monde-là, ben, sont québécois. Puis on habite tous les uns à côté des autres. Puis je pense que cette émission-là, c'est aussi pour soigner notre vivre ensemble, comme tenir salon. Tu sais, ça commence à devenir une mission, tout ça, mais je le fais avec tout mon cœur et tout mon enthousiasme. Puis je trouve que ça fait œuvre utile, franchement. En toute humilité, je pense qu'on a besoin de ça, puis on le savait pas trop. On est au balado Les Écrans. Sophie, j'aimerais qu'on passe au zapping. Nouvel effet sonore que j'essaie cette semaine. Dieu, c'est moderne. Qu'est-ce que tu regardes, toi, à la télé? Oh! Est-ce que tu es généralement une bonne consommatrice de télé? Est-ce que c'est quelque chose je l'ai été tellement. Je l'ai été beaucoup. J'écoute assez religieusement dans les médias avec Marie-Louise Arsenault. Oui. Ça, c'est vraiment une émission qui m'intéresse. Je trouve qu'ils ont des bons sujets. Ils ont des bons invités. Sinon, ben, écoute... T'es pas une consommatrice de séries? Oui. D'habitude, j'aime mieux écouter des films que des séries. Je trouve que c'est trop d'heures devant un écran. Okay. Mais j'ai quand même écouté The Last of Us ou... ouais. Pas le 3e. Oh my God. Je suis pas capable de m'en remettre. Ah.
Moi, j'ai repensé. Il y a quelques épisodes dans des séries comme ça qui sortent, sont marquants. qui sortent du lot. Puis là, j'ai continué, mais j'ai dit, je m'ennuie trop des deux gars. C'est vrai. Hein, oui. Ça aurait dû être une série sur ces deux gars-là. Comme ils sont où dans ma vie? C'est comme un coït interrompu. Là, c'est comme, wow, on aime ça. Ah non, c'est pas OK. Finalement, c'est pas eux autres. Ils sont plus là. Not today, you New World Order jackboot. My name's Frank. Here's the thing, Frank. If I feed you, then every bum you talk to about it is going to show up here looking for a free lunch. And this is not an Arby's. Well, Arby's didn't have free lunch. It was a restaurant. Mais c'est vrai, j'ai vraiment comme éprouvé beaucoup d'amour. Quel beau couple! Tu sais, c'est parce que des séries post-apocalyptiques, où est-ce que ils réussissent à se faire une vie agréable, à se réinventer. Ça arrive jamais. On voit jamais ça dans une série post-apocalyptique. C'est toujours de la merde. Fait que de voir ça, de voir, OK, ça se peut. L'humanité est sortie de ça quand même. C'était tellement un bon scénario. Ah ouais. L'autre, là, le survivaliste, mon Dieu, que ça me fait rire. Là, Nick Offerman. Ah oui, oui. Mais, tu sais, imagine l'arsenal qu'il y a, puis comment il s'est organisé. Puis j'étais là, OK, moi, je suis morte après une minute. Tout ça se passe. Je suis la première. Au début, on se dit ça va être lourd, ce personnage-là. Bouf. Et là, mais c'est l'humanité grâce à l'amour. Ouais. C'est ça aussi. Ouais. Puis moi, je suis dans un couple qui dure depuis 25 ans. Je trouve ça tellement beau, des couples qui durent puis qui se complètent tellement bien. Ils sont tellement intimes, tu sais, ils se comprennent, tu vois qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble, puis ça se voit à l'écran. Oui, puis comme des fois, ils s'entendent pas, mais ils sont très... En fait, c'est des petits gestes. Tu vois comment... Je trouvais que dans cette relation-là, on comprend c'est quoi l'amour. Le barbu, là. Les deux sont barbus. Les deux sont barbus, là. Celui qui jouait dans White Lotus ou celui qui jouait dans Parks and Recreation? Ah, c'est Parks, je pense. Okay. Mais quand il fait pousser des fraises... Oui, ça, c'est White Lotus. C'est ça, c'est beau. Tu sais, il fait la surprise. Puis là, il dit, j'ai échangé un de tes guns pour des graines, pour des semences. C'est beau. En tout cas, on peut en parler longtemps, là. Hey, merci beaucoup, Sophie, de ton temps aujourd'hui, de ta visite au petit studio. Merci beaucoup. Puis, écoute, je te souhaite le meilleur pour La vie est un carnaval, qui en est plusieurs saisons. Et je voulais te souhaiter de voyager, mais tu ne veux plus voyager. Donc, moi, je te souhaite de voyager, toi, Steve. Oui, j'en aurais besoin. C'est à ton tour, là. Ah oui, mais il faudrait qu'on m'offre quelque chose. Faudrait que je trouve un concept aussi. Qu'est-ce qui n'a pas été fait encore, là? Un petit peu, là. Les hôpitaux à travers le monde? Moi, j'aimerais ça, les marchés aux puces à travers le monde. Ça, j'aimerais ça. Là, je m'en vais à Paris, là. J'ai hâte d'aller aux puces de Saint-Ouen. Là. Ben oui. Je vais aller faire. Moi, les marchés, les bazars à travers le monde. Tiens, gars, je propose ça à TV5 s'ils nous écoutent. Écris ton pitch. Je suis rendu là. Merci, Sophie. Merci, Steve. Grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. D'ici à notre prochain rendez-vous, si vous avez le temps d'aller nous donner une note sur Apple Podcast ou de suivre l'émission, ce sont de petits gestes qui vont nous aider à ce que le balado rejoigne encore plus de paires d'oreilles pour recevoir notre infolettre. Parce que oui, on a une infolettre aux 2 semaines. Je vous invite à vous inscrire sur le site web lesécrans.ca si ce n'est pas déjà fait. Dans cette infolettre, vous retrouverez le dernier épisode, mais aussi quelques observations, des suggestions de choses à lire, à voir pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde merveilleux des médias numériques. Mon nom est Steve Proulx. Le balado Les Écrans est une production de l'agence de contenu 37e Avenue. Je vous dis à très bientôt.